6-9, Ilana Ferradian. Sur Radio J, comme promis, nous retrouvons la chronique L'Histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard. Alors nous avons évoqué les principales synagogues parisiennes construites dans la seconde moitié du 19e siècle. Et pour ce nouveau numéro, nous allons prendre la route à la découverte de lieux de culte construits à la même période également, mais cette fois dans les principales villes et régions de province. Si des synagogues ont été construites depuis longtemps, c'est vrai, dans plusieurs communes, notamment dans le Vaucluse et en Lorraine, la création du consistoire en 1808, puis des consistoires départementaux ainsi que l'augmentation de la population juive un petit peu partout en France, ont favorisé la nécessité et la possibilité de construire des synagogues, la plupart dans un style classique, mais d'autres sont assez originales. On va le voir, en tout cas, chacune a une histoire bien particulière. Christophe, nous démarrons notre tour de France des synagogues les plus emblématiques par celle de Marseille. Et oui, Lana, j'ai envie de partir sous le soleil pour commencer, sous le soleil phocéen pour commencer, partir donc à la découverte de cette synagogue située dans le quartier de la Castellane, c'est dans le 6e arrondissement de Marseille, dans un style romano-byzantin, avec une façade taillée et l'entrée qui se fait par deux grandes portes massives en bois. À l'intérieur de cette synagogue, 1200 places assises, 800 au rez-de-chaussée, 400 à l'étage, conçue par un architecte du nom de Nathan Salomon. Elle est inaugurée en septembre 1864, en même temps qu'un autre monument important de Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde. Alors justement, 1864, c'est une date importante pour la construction des synagogues en France, puisque c'est cette même année, en juin, que la grande synagogue de Lyon, de style néoclassique byzantin, est inaugurée, située dans le 2e arrondissement, dans le centre de la ville. On la doit à un jeune architecte, Abraham Hirsch, qui sera nommé plus tard architecte en chef de Lyon. Né dans une modeste famille juive de Brodeur-sur-Tulle, et après avoir débuté dans une maison de soierie, vous savez que Lyon était la capitale de la soierie au 19e siècle, Hirsch étudie l'architecture à l'école des Beaux-Arts de Lyon, puis travaille sur divers projets dans la ville, notamment donc cette synagogue, projet qui n'est pas en fait une évidence au départ, car au milieu du 19e siècle, il n'y a pas beaucoup de juifs à Lyon, à tel point d'ailleurs que la communauté juive lyonnaise est rattachée au consistoire de Marseille. Finalement, face à l'accroissement de la population juive, un rabbinat communal est enfin constitué en 1849, et là, tout va aller très vite puisque les juifs sont de plus en plus nombreux à Lyon. Un consistoire régional est créé, et après avoir occupé plusieurs lieux peu favorables, c'est un ancien grenier à sel de 19 mètres de façade et d'une superficie de 759 mètres carrés qui est choisi pour l'édification de la synagogue. Alors vous parliez de Abraham Hirsch à Lyon, Christophe, c'est également lui qui va dessiner les plans de la synagogue de Besançon au milieu des années 1860. Son projet ne sera pas retenu car même si la ville financera une partie des travaux, il coûte très cher. Le devis total se monte à 120 000 francs pour l'édifice et à 30 000 francs pour le terrain. Autre obstacle, le quartier retenu. Les habitants ne veulent pas d'une synagogue dans cette zone jugée résidentielle. C'est finalement un quartier de moins bonne réputation qui est retenu à l'emplacement d'une usine de bougies tenue par une propriétaire qui va jusqu'en justice pour conserver son entreprise avant qu'une transaction financière ne permette la construction de la synagogue par un architecte byzantin du nom de Pierre Marnotte. Mais là encore, le projet coûte énormément d'argent, plus de 145 000 francs qu'une souscription et un emprunt parviennent à payer. La synagogue est inaugurée fin 1869. Vous évoquiez le besoin d'argent et cela se ressent dans la construction des synagogues, comme c'est le cas pour celle de la rue Palaprate à Toulouse, la plus ancienne de la ville. Il n'y a aucun signe notable à part un passage en hébreu, extrait du Deutéronome, au-dessus de la porte principale en bois et que l'on peut traduire en français par « Béni sois-tu à ta venue, béni sois-tu à ta sortie ». Et un dépouillement qui n'a rien à voir effectivement avec les synagogues de Marseille, de Bordeaux ou encore de Paris, car aussi tout simplement il y a environ 250 juifs à Toulouse au moment de l'ouverture en 1857, ce qui ne permet pas évidemment d'avoir de gros moyens pour financer un lieu de culte, alors que le judaïsme se pratiquait jusque-là dans la ville rose, dans des maisons individuelles. C'est à partir du coup des années 1870 que la communauté juive toulousaine va être plus importante. Certaines synagogues construites dans la deuxième partie du 19e siècle ont été en revanche financées par le mécène et philanthrope Daniel Osiris, auquel nous avons d'ailleurs consacré un épisode entier précédemment. Il met notamment la main à la poche pour reconstruire la synagogue de Bordeaux, frappée par un incendie en 1873. Lorsque le nouveau sanctuaire ouvre ses portes 9 ans plus tard, la réussite du projet est unanime, mélangeant le style gothique et oriental. Et oui, c'est l'une des plus belles et des plus vastes synagogues d'Europe. L'édifice qui occupe une surface de 2480 mètres carrés, donc en plein centre de Bordeaux. Dès son inauguration
l'inauguration, donc en 1882, la liturgie hispano-portugaise a été interprétée par les chœurs eux-mêmes, accompagnée par un orgue majestueux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que via la Fondation du patrimoine, vous pouvez contribuer à donner de l'argent pour sauvegarder l'orgue de la grande synagogue de Bordeaux, la Fondation du patrimoine qui avait été lancée il y a quelques temps pour permettre effectivement de sauver des monuments et des œuvres, des lieux de culte français. Et puis, autre anecdote, si l'on peut dire, de sinistre mémoire, par contre celle-ci, la synagogue de Bordeaux est l'unique en France qui a servi de lieu d'emprisonnement aux résistants et aux juifs arrêtés pendant les rafles de 1944, dont un petit garçon qui deviendra célèbre puisqu'il s'appelait Boris Cyrulnik, le futur neuropsychiatre. Une anecdote assez incroyable et merci de nous la faire connaître. Christophe, Daniel Osiris va financer l'édification aussi de la synagogue d'Arcachon, inaugurée en 1879 à l'occasion du mariage de la nièce d'Osiris et reconnaissable à sa belle façade de couleur brique. Et si vous vous souvenez bien, Osiris, c'est un homme extravagant et donc cela se voit dans les constructions qu'il finance, dans les décors. Par exemple, en 1902 va s'achever la construction de la synagogue de Bruyères dans les Vosges avec une belle et originale façade de grès rose inspirée de l'architecture industrielle d'après un plan d'un architecte, celui du consistoire de Paris, Lucien Hesse, qui s'est donc en fait dégagé des plans traditionnels des synagogues de l'époque, calqués d'ailleurs souvent, il faut le dire, sur ceux des églises, ce qui en fait du coup cette synagogue de Bruyères dans les Vosges le seul exemple de ce type en France, avec la synagogue de la rue Pavée dans le Marais à Paris, dont l'architecte est d'ailleurs Hector Guimard, celui, vous savez, Ilana, qui a fait les célèbres stations de métro Art déco. Il en reste encore quelques-unes dans la capitale. Depuis les années 1990, j'en reviens à la synagogue de Bruyères dans les Vosges, c'est devenu un musée. Et si effectivement vous aimez les synagogues aux décors originaux et aux façades un petit peu surprenantes, on va dire, vous retrouverez la même chose à Vincennes et à Tours, des synagogues également financées par Osiris et ouvertes respectivement en 1907 et 1908. Vous parliez du sud-ouest et des synagogues de Bordeaux et d'Arcachon. C'est une région où l'on compte de nombreux juifs depuis longtemps, notamment à Bayonne. Un lieu de culte qui peut accueillir 300 personnes est inauguré en 1837 à l'emplacement d'une ancienne synagogue. Et oui, effectivement, j'ai vraiment envie de rester dans la moitié sud pour cette première partie de cette chronique, de ce tour de France des synagogues. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'aurais pu aussi en citer d'autres précédemment, mais c'est toujours intéressant de lire ce que dit la presse de l'époque, pour certains journalistes, c'est un petit peu une découverte, on va dire, cette pratique des cultes juifs. On peut lire notamment dans la Sentinelle des Pyrénées à propos donc de l'inauguration de Bayonne. Et la cérémonie de l'inauguration fixée à midi avait réuni dès le matin une foule considérable. Les tribunes et les nefs étaient envahies et des dames israélites richement vêtues et placées en quêteuses aux portes du temple en commençaient le coup d'œil. On remarque dans l'enceinte le corps municipal de Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, c'est en fait le lieu du consistoire en fait de la région, dont dépendait par exemple Toulouse. Donc je poursuis, on remarque dans l'enceinte le corps municipal de Saint-Esprit, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dax, monsieur le maire de Bayonne et quelques autres notabilités. Après l'entrée processionnelle du grand rabbin de Bordeaux qui devait officier, des chœurs d'hommes et d'enfants se firent entendre, interrompus par les solos par une voix pure, étendue, flexible, et que l'on nous a dit d'appartenir à monsieur Paz de Bordeaux, et les voix argentines des enfants répondaient à cette voix tour à tour grave et suppliante, et ce dialogue chanté avait une si belle expression qu'on regretterait peu de ne pas comprendre les paroles. Puis monsieur Paz s'est de nouveau fait entendre au pied du sanctuaire. C'était une admirable prière à laquelle répondait encore le chœur des enfants. Je trouve ça assez joli donc pour cette inauguration de la synagogue de Bayonne. On sent vraiment, on imagine quand même le journaliste, le correspondant, la personne sur place, un petit peu émerveillée par ce qu'elle voit, même si il faut rappeler vraiment qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de liens aussi dans l'architecture avec le christianisme. Donc c'était pas non plus les gens étaient pas non plus sortis de nulle part parce qu'il y avait beaucoup de liens avec le catholicisme, y compris donc dans les architectures. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard. Belle description de la presse en effet à l'occasion de l'inauguration de la synagogue de Bayonne en 1837. C'était donc ce numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à la découverte des synagogues de province. Merci Christophe. Nous reprendrons la route au prochain épisode justement pour en découvrir d'autres. Vous allez en passer plus au nord. Donc prenez vos petites graines, vous faites plein d'essence et puis on remet ça au prochain épisode. Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous.